Dans la 38e année de son règne, et à l'âge de 54 ans, Romulus disparut. Comment est-il mort ? Une question qui est bien complexe, car on ignore précisément comment le premier roi de Rome a rendu l'âme. Néanmoins, on peut se faire une idée de sa fin. En effet, celui-ci a disparu le jour des nonnes de juillet, à savoir le 7. Un patricien du nom de Julius Proculus aurait déclaré que Romulus serait devenu un dieu sous le nom de Quirinus, et aurait rejoint les cieux. Proculus, estimé par tous et ami de Romulus, fut cru, et les Romains se mirent alors à vénérer Quirinus. Néanmoins, cette histoire cacherait en réalité l'assassinat de Romulus par les patriciens. En effet, Plutarque nous raconte que le Sénat était frustré de n'avoir aucun pouvoir, leur titre n'étant qu'une distinction honorifique. On les appelait par coutume plutôt que pour délibérer, et ils écoutaient en silence les ordres du roi. Néanmoins, Rome ne pouvait rester sans dirigeant. La disparition de Romulus avait laissé le pouvoir vacant, et si la cité ne voulait pas disparaître, il lui fallait un nouveau roi. 6 rois vont alors succéder à Romulus. Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Marcus, Tarquin l'Ancien, Servius Tullus, et enfin Tarquin le Superbe. Dans cette vidéo, nous allons ainsi voir le règne des 3 premiers rois de Rome après Romulus. Puis dans une seconde vidéo, nous verrons les 3 autres, dits étrusques, ainsi que la chute de la royauté. Après la disparition de Romulus, la question d'élire le nouveau roi fut pour la ville une source de troubles et de sédition. Une tension existait entre Romains et Sabins. Après la mort de leur roi, les Sabins avaient laissé Romulus régner seul, mais estimaient que le prochain roi devait être l'un des leurs. Les Romains, quant à eux, furent victimes d'agitations intestines, et les patriciens eux-mêmes divisés de sentiments, se suspectaient les uns des autres. Les patriciens alors tentèrent de s'accaparer le pouvoir. Cette période fut connue sous le nom d'interrègne. Le peuple les accusèrent alors de transformer l'État en oligarchie. Résolus à ne pas élire de roi, ils concentraient en eux, disait-on, toute l'autorité souveraine. Finalement, il fut décidé que le roi serait nommé par l'un des 2 camps, mais dans le camp inverse. Les Sabins, les premiers, déférèrent l'élection aux Romains, et les Romains aimèrent mieux à nommer un Sabin qu'à subir un Romain que les Sabins auraient élu. Après délibération, il fut décidé de nommer Numa Pompilius. Selon les récits de Plutarque, Numa mena une vie de discipline stricte et bannit toute forme de luxe de sa maison. Titus Statius, roi des Sabins et collègue de Romulus, lui donna sa fille unique Tatia en mariage. Après 13 années de vie commune, la princesse mourut. Cet événement tragique poussa Numa à se retirer à la campagne. Numa était âgé de près de 40 ans lorsqu'on lui offrit de devenir roi. Il vivait à Curès. Bien qu'il refusât tout d'abord l'offre, son père et Marcius, un parent, le convainquirent d'accepter. Il fit ainsi une entrée triomphale dans Rome et était aimé de tous. Selon Tite-Live, le roi se mit en quête de pacifier la société romaine, grâce d'une part à une organisation politique, fondée non plus sur l'instruction militaire, mais sur le droit, la loi et les bonnes mœurs, grâce d'autre part à la substitution du sentiment belliqueux de la crainte de l'ennemi par le sentiment pieux de la crainte des dieux. Ainsi, le règne de Numa va être pacifique et se distingue par une organisation temporelle de la cité ainsi qu'une organisation sacerdotale. Son premier acte fut de casser la compagnie des 300 gardes que Romulus avait toujours auprès de sa personne. Il organisa fêtes, jeux et danses et sacrifices qu'il conduisait lui-même afin d'apprivoiser son peuple qui jusqu'à présent n'avait vécu que de guerre. Numa aurait alors fondé le collège des prêtres qu'on appelle pontife, et il en fut lui-même, dit-on, le chef. Le grand pontife remplit la fonction d'interprète et de devin, et veille au bon fonctionnement de la vie religieuse. La surveillance des vierges sacrées, que l'on nomme vestales, était aussi à la charge du grand pontife. La consécration du grand feu sacré qui brûle éternellement leur était confiée. Numa créa ainsi le collège des flamines. Il subdivisa la fonction sacrée du roi en 3 flamines, prêtrices dédiées à un seul dieu, les flamines de Jupiter, de Mars et de Quirinus, ainsi que le collège des Saliens. Ceux-ci gardaient les 12 boucliers qui étaient conservés dans la Regia, fondée par Numa. C'était la résidence officielle royale sur le forum romain. Les Saliens devaient en assurer la garde et les exhiber 2 fois par an lors des fêtes religieuses romaines, marquant le début et la fin de la période guerrière. Numa distribua aussi les nouvelles terres conquises par Romulus aux citoyens indigents, afin de détruire la misère, cause nécessaire de la perversité, et de tourner le peuple vers l'agriculture. Pour distinguer la période de paix des périodes de conflit, il bâtit le légendaire temple de Janus. Après avoir conclu des accords avec ses voisins, il aurait fait fermer les portes du temple et institué qu'elles seraient fermées en temps de paix et ouvertes en temps de guerre. Enfin, il réforma le calendrier romain par le partage de l'année en 12 mois lunaires,
ainsi que l'introduction de mois intercalaires pour correspondre à la durée de l'année solaire. Il aurait créé le mois de Januarus, situé au début de l'année. Son dernier acte afin de pacifier le peuple romain fut de diviser celui-ci en corps de métiers avec chacun ses confréries, ses jours fastes, ainsi que ses cérémonies religieuses. Le peuple romain et sabbat se vit alors plus unifié que jamais. Numa mourut de vieillesse, après 43 ans de règne. L'intégralité du peuple romain le pleura, ainsi que les cités amies de Rome. Numa avait fait durant son règne naître un courant pacifiste à Rome qui avait débordé sur les cités voisines. Ses obsèques furent ainsi l'ultime éclat de sa vie. Néanmoins, Rome était destinée à basculer à nouveau dans la guerre. Après la mort du roi Numa, un nouvel interrègne arriva. Tullus Hostilius, qui s'était distingué dans la guerre contre les Sabins, fut élu successeur. Ce dernier néanmoins était l'opposé complet de Numa. Persuadé que la paix était nocive pour Rome, il voulait rallumer la flamme de la guerre. L'occasion de déclencher celle-ci allait alors apparaître. Des incursions entre Albains et Romains avaient lieu sur la frontière. Comme Tullus, le dirigeant d'Albe la Longue, Gaius Clulius, exigeait réparation. Les deux cités envoyèrent alors des délégations au même moment. Là où les Albains cherchaient à temporiser, les Romains se pressaient, sachant très bien qu'ils allaient essuyer un refus. Ainsi, Tullus retourna la situation à son avantage, accusant les Albains d'avoir repoussé dédaigneusement les réclamations et d'avoir voulu jeter le vice de la guerre sur Rome. La guerre éclata, et les Albains passèrent à l'offensive en premier, pénétrant dans le territoire romain. Néanmoins, le roi d'Albe mourut dans son camp et fut nommé dictateur Metius Fufetius. Profitant de cette situation, Tullus contourna durant la nuit l'armée d'Albe et pénétra en territoire albain. Faisant demi-tour, les troupes de Metius se tenaient prêts à affronter les Romains. Néanmoins, une rencontre eut d'abord lieu entre les deux chefs. Metius voulait mettre en garde Tullus. Au nord, la puissante Étrurie épiait le conflit entre Rome et Albe et pourrait profiter du combat pour s'attaquer au vainqueur qui serait affaibli. Il proposa ainsi de régler cette bataille par un duel. Tullus accepta, et une heureuse coïncidence voulait que dans chacune des deux armées se trouvaient 3 frères jumeaux. Les Horaces se battraient pour Rome, tandis que les Curiaces se battraient pour Albe. D'après la tradition ancienne, les Albains furent tous les 3 blessés rapidement, et 2 des Romains furent tués. L'Horace survivant, Publius Horatus, simula la fuite et fut poursuivi par les Curiaces. Mais ceux-ci étaient blessés, et ne le rattrapèrent ainsi pas en même temps, ce qui permit à l'Horace de les tuer l'un après l'autre. Rome était vainqueur, et le traité signé apporta la soumission d'Albe à Rome. L'Horace, à son retour à Rome, tua sa propre sœur qui pleurait son fiancé, un des 3 Curiaces, car selon lui, qu'ainsi périsse toute Romaine pleurant un ennemi. Condamné à mort, il fut acquitté devant l'assemblée du peuple, mais dut passer sous le joug, symbole de la soumission à la loi romaine, et son père offrit des sacrifices. Néanmoins, la colère grondait à Albe. Le dictateur était impopulaire d'avoir laissé à 3 hommes le sort de la cité. Celui-ci décida de trahir son allié romain durant une bataille en faisant mine de marcher avec eux. Metius s'allia alors avec Fidène, colonie romaine, et Véies. Fidène entra ainsi en révolte. La bataille qui allait suivre fut décisive pour les Romains et tragique pour Albe. Selon Tite-Live, Tullus plaça ses troupes en face des Véiens et les Albains en face des Fidénates. C'est alors que les Albains se seraient écartés du chemin, dégarnissant le flanc romain pour voir la tournure des combats. Tullus, voyant la trahison, fit mine que tout était prévu, et hurla à ses soldats qu'il s'agissait en réalité de son plan afin de contourner les ennemis. Entendant le roi romain, les Véiens et les Fidénates, dont ces derniers parlaient latin, furent pris de panique et se croyant encerclés, prirent la fuite. La victoire romaine fut totale, et Albe allait connaître un sort funeste. Tullus, qui révélait la vérité, fit écarteler le dictateur albain Metius et fit raser la cité d'Albe par les légions romaines, après avoir fait transférer l'intégralité de la population à Rome, ce qui agrandit la ville par l'incorporation de la colline du Caelius. La destruction d'Albe apporta de nouvelles familles nobles à Rome, comme les Julius, famille de Jules César, et celle de Servilius, celle de Brutus son assassin. Néanmoins, Tullus, toujours désireux de conflit, fit la guerre ensuite aux Sabins. Rome, par ses récentes victoires et par la présence d'une partie des Sabins dans sa cité depuis Romulus, vainquit les Sabins et en tira un grand prestige. Néanmoins, la maladie rongea la ville, et le roi qui préférait la guerre s'en soucia peu. Tullus étant querellé avec les dieux, à la suite d'une erreur dans le rituel de sacrifice, Jupiter jeta la foudre sur son palais. Selon une autre tradition, il aurait été tué par Ancus Marcus, le futur roi. Son règne avait duré 32 ans. Ancus Marcus était le petit-fils de Pompilia, l'unique fille de Numa Pompilius, deuxième roi de Rome. Ainsi, il était le petit-fils du roi défunt, et après un nouvel interrègne, il fut élu nouveau roi de Rome. Le roi était à la fois Numa et Tullus. Dès le début de son règne, il chargea le grand pontife de mettre par écrit les révélations des commentaires de Numa, et agrandit le temple de Jupiter, tout en instaurant le collège des Fessiaux. Surtout Ancus restaura les pratiques religieuses négligées pendant le règne de son prédécesseur. C'est également lui qui mit en place la tradition guerrière de Rome, avec le rituel précis à suivre quand la cité déclare la guerre.
Mais si celui-ci dut mettre en place précisément la manière dont il fallait faire la guerre, c'est que celle-ci était à nouveau de retour. Des cités latines, voisines, pensant que Ancus était pacifique comme l'avait été Numa, firent des incursions en territoire romain. Mais comme dit précédemment, Ancus était à la fois Numa et Tullius. Ainsi le roi de Rome parta en guerre. Le roi vaincut d'abord au sud les cités de Politorium, Ficana et Télène. Enfin au nord-est, Ancus tourna ses armées vers la cité de Médulia. La ville était protégée par des remparts et une forte garnison, mais une bataille rangée lui permit de vaincre et d'emporter un immense butin à Rome. Les cités furent rasées et la population transférée une fois de plus à Rome, qui vit sa population encore grimper. Il annexa aussi la colline du Janicule, 8e colline de Rome, non pas car la place manquait, mais pour protéger la cité de l'Étrurie. Il fit ainsi jeter le premier pont en bois sur le Tibre, à savoir le pont Sublicius. Enfin, il enleva du territoire à Véies et fonda le port de Rome-Ostie, grâce à l'avancée vers le sud permis par ses conquêtes. Ancus avait alors régné 24 ans et s'éteigna de cause naturelle. Il était un roi pieux, un roi bâtisseur et un roi guerrier. La prison de Rome était née sous son règne. Il fut l'égal de tous les rois avant lui par son habileté et sa gloire, tant politique que militaire. Mais pendant le règne d'Ancus, un homme venu d'Étrurie arriva à Rome. Il se prénomma Lucumone, et il deviendrait le prochain roi de Rome. Le règne des 3 premiers rois s'achève ici. L'histoire romaine va alors basculer avec Lucumone qui deviendra Tarquin l'Ancien. Les historiens romains ne peuvent en effet plus cacher les origines étrusques de la ville. Ainsi, les 4 premiers rois de Rome, tantôt latins, tantôt sabins, permettent de sauver l'honneur national. Lucumone est alors présenté comme un homme ruiné, fuyant son pays et étant étranger. Les Romains amènent ainsi la domination étrusque sans aucune violence militaire. Ainsi débute un nouveau chapitre pour la royauté romaine, chapitre qui sera fatal pour le régime monarchique.